Alors c'est un peu particulier parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement déjà un peu acquis à notre cause, parce que en partie le sujet sous-jacent de la conférence d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que la maintenance est devenue un parent pauvre ou est maltraité dans l'industrie aujourd'hui. Et donc on voulait montrer que parmi ceux qui excellent, et à mon sens Toyota en général, les Toyota à Onin sont dans le top plutôt 1 pour 1000 des entreprises industrielles. C'est pas du tout comme ça que la maintenance est très très valorisée, et Reynald va expliquer comment. Donc c'est mon point de vue. Je trouve que en ce moment, ça varie d'une décennie sur l'autre. En ce moment, on présente le lean comme étant quelque chose où essentiellement, une fois qu'on a fait le respect for people, tout va bien. Ok. Et je pense que c'est une vue qui est pas fausse. Il faut du cœur, de l'empathie, du management, etc. Et une pyramide inversée. Reynald en parle très bien. Toutes ces choses-là sont nécessaires. Mais si on ne sait pas comment marchent les machines, si on ne connaît pas son produit et son process, on peut pas exceller comme le fait Toyota. Donc voilà, c'est tout ça dont on voulait parler. Et c'est pas hasard si on met cette conférence-là avec Reynald, parce que si vous parlez avec Reynald, il va se présenter dans un instant. Dans les 10 premières minutes, il vous parle de maintenance. C'est quelque chose qui est particulièrement important pour lui. Même si je suis pas du tout un maintenancier. Pas du tout, non. Mais c'est devenu important. Et il expliquera l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils rehaussent ce qui était déjà une très belle maintenance à un niveau world class pour le défi qu'ils ont mené à Onin. Okay. Donc quelques mots sur TMMF, donc une usine qui était prévue au début pour une production annuelle de 150 000 véhicules. Avec 2000 personnes, on est passé très rapidement à 180 000 véhicules. On est devenu la première usine du groupe Toyota tournée en 3 équipes. Je dirais même la première usine de l'automobile, parce que d'autres constructeurs avaient déjà une 3e équipe, mais plutôt partielle. Équipe de nuit avec pour faire tourner soit la carrosserie, soit la peinture, et puis alimenter des buffers pour pouvoir bien tourner dans les 2 équipes de jour. Et que nous on a pris la décision de mettre une 3e équipe complète. Donc ça n'a pas été facile déjà à convaincre nos amis japonais, parce que ça bouleversait pas mal de principes. Voilà, donc on a fait pour ça un premier essai en 2004. On a tourné pendant 6 mois pour prouver que c'était possible, et puis aussi pour débugger un peu tous les problèmes possibles d'organisation liés à une 3e équipe, notamment tester l'organisation de maintenance en 3 équipes. Aujourd'hui, donc plus de 3 millions de véhicules produits en 20 ans, et puis le challenge en cours, c'est passer de 3 millions de véhicules produits en 20 ans à 3 millions de véhicules à produire en 10 ans, avec donc un volume annuel de 300 000 véhicules, et puis donc une usine qui maintenant compte 5000 personnes. Voilà. Et puis aussi un 2e véhicule en production dans l'usine à partir de 2021. Donc maintenant c'est fait. Donc le SOP a eu lieu au mois de juillet. Bon. Voilà, donc ça c'est l'aventure de TMMF. 150 000 véhicules au début, et maintenant 300 000. Et 2000 personnes, 5000 personnes. Donc vous vous habituez à la modestie de Reynald. Donc il a dit qu'ils sont passés en 3.8. Moi, avant de connaître Reynald, j'ai beaucoup parlé du Toyota Way, etc. Et pour moi, c'était inscrit dans le marbre qu'on travaillait en 2.8, jamais 3 plus, pour que justement, la nuit, on avait le temps d'entretenir les machines, les bichonner, etc., tenir les cadences, et ainsi de suite. Le Toyota Way, c'était 2.8. Et c'était une première mondiale, ce qu'ils ont fait. D'abord, ça venait de la France, ils ont d'abord eu à convaincre Toyota, et personne n'a jamais fait ça, en fait, tout passer en 3.8 pour une usine. Maintenant, il y en a d'autres usines en copie, mais notamment chez Toyota, la Turquie. Et puis, l'autre point particulier de Toyota Onin, c'est donc une petite voiture, donc à faible marge, etc. Donc c'est là un des endroits où la tension économique est des plus fortes. Okay.
Et ce que Rénal va décrire, c'est que la maintenance est complètement internalisée. D'ailleurs, on vient d'avoir un aperçu d'autres internalisations. La tendance est assez souvent de réintégrer les choses plutôt que de les externaliser, de les sous-traiter. Okay. Notre expérience de très nombreuses entreprises, que ce soit de l'automobile, de l'aéronautique ou autre chose, c'est que la maintenance est sous-traitée un peu à 30% des dépenses, ou quasi totalement à genre 90% des dépenses. Il y a une petite skeleton team qui pilote plein de sous-traitants. Okay. Et en tout cas, ma description quand je parle du bon et du mauvais, la réponse doit nécessairement être chez Toyota, parce que la conséquence de ce qu'on voit avec énormément de sous-traitance, c'est des taux de fiabilité qui sont mauvais. On peut avoir du 20% de panne sans problème, 30% de panne. Et encore, c'est tellement mauvais que souvent les chiffres ne sont plus valables, c'est-à-dire que puisque la machine est en arrêt long, on planifie plus la machine, ça fait 4 jours qu'elle est out, ça disparaît des statistiques, on a régulièrement trouvé des cas où ils annonçaient genre 18% de panne, quand en fin de compte c'était 38%, ils ont regardé des preuves, mais c'était des machines dans lesquelles ils avaient abandonné l'espoir de leur faire fonctionner, ils n'en parlaient plus. Et ça c'est très triste. Okay. Ça mène aussi à d'autres dérives, en particulier l'attitude par rapport à des machines un peu anciennes, et ça en se disant, bah tiens, elle est ancienne, elle tombe souvent en panne, elle tient pas très bien ses tolérances, tiens, j'en achète une nouvelle. Okay. On en achète une nouvelle avec plein d'électronique, etc. dedans, probablement moins de robustesse mécanique, etc. Et un peu plus tard, elle tombe encore plus en panne que les machines qu'on a remplacées. On tient encore moins bien les tolérances. On ne sait pas comment elles marchent parce qu'on n'a pas la personne capable de programmer correctement ou comprendre l'électronique qu'il y a dedans. Et on la fait marche arrière. Pire que ça, la maintenance, elle est bien sûr a priori là pour faire l'entretien des machines, mais ça a un impact un peu plus large que ça, me semble-t-il, sur une usine, sur son amélioration continue, parce que quand on veut faire une intervention de type réduction du temps de changement de série, etc., on a les opérateurs, on a les méthodes, on a probablement la maintenance pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire avec une machine, etc. Si on n'a pas les gens qui connaissent leur machine, comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la label du bon SMED ou d'autres aspects très importants de ce qu'a fait Toyota, de type Pokayoke, donc des détrompeurs pour faire en sorte que la machine s'arrête avant de faire une bêtise. Ou autonome, un opérateur peut s'occuper de nombreuses machines, autre sujet que les gens ont décidé d'un peu d'ignorer de ce que fait Toyota, mais qui est omniprésent dans par exemple Toyota en France. Okay. Et les améliorations d'ergonomie de poste, etc. Pas seulement le taux de panne, qui est déjà important, mais la capacité de progresser est aussi diminuée, me semble-t-il, si on n'a pas des équipes maintenance qui sont extrêmement compétentes. Okay. Et on parle souvent de l'importance de maîtriser à la fois son produit et son process, n'est-ce pas? C'est une platitude, une évidence. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on fait ça quand on ne maîtrise plus ses machines, quand sa maintenance n'est plus du tout à la hauteur? Il me semble que non. Au sommaire d'aujourd'hui, d'abord l'organisation de la maintenance, la gestion des équipes de maintenance, les outils et méthodes. Un exemple de déploiement de la stratégie maintenance dans l'atelier plastique, donc qui n'est pas un atelier en ligne, qui peut être donc comparé à d'autres usines non automobiles. Voilà, puis une conclusion. Donc c'est parti. Donc l'organisation de la maintenance à TMMF, donc de 99 à 2020. Après j'ai quitté. Enfin voilà. Donc il n'y a pas d'organisation centrale. Donc les départements de maintenance dépendent du directeur de production atelier. Sauf pour l'atelier presse et plastique qui sont des petits ateliers où là c'est le directeur le patron de l'atelier, donc qui est aussi patron de la maintenance. Donc une équipe, 2 équipes, 3 équipes de maintenance. On a démarré avec une équipe puisqu'on a démarré l'usine en une équipe, on est passé à 2 équipes, à 3 équipes, et puis une maintenance de 3 millions de véhicules à produire en 20 ans à 3 millions de véhicules en 10 ans. Globalement, l'équipe est composée en 250 maintenanciers, à peu près, répartis en 6 ateliers. Donc il y a une maintenance aux presses, bien sûr, au welding, donc carrosserie, en peinture,
au plastique, à l'assemblage, aux facilities, et il y a eu une maintenance à un moment donné quand on avait une ligne d'assemblage moteur, donc qui après a été redispatchée notamment à l'assemblage. Une équipe maintenance production est composée, donc par exemple, donc ça c'était en mai 2019 au welding, donc en semaine un assistant manager, un groupe leader, donc 2 team leaders, ça par équipe, un groupe leader par équipe, l'assistant manager par équipe aussi, 8 techniciens member maintenance et puis un agent de maintenance, donc quelque chose qu'on a créé à partir de 2019, et puis une équipe VSD, donc vendredi, samedi, dimanche, un groupe leader, 2 team leaders et 9 team members maintenance. Voilà. Donc, et ça, c'est à peu près donc la même organisation dans chaque. C'est même la même organisation. Après, c'est le nombre de techniciens member maintenance qui peut changer d'un atelier à l'autre. Un des principes clés, oui, éviter la sous-traitance. Donc maintenant, toutes les opérations de maintenance sont internalisées. Donc, sauf des opérations lourdes qui sont programmées lors de shutdown de l'usine, donc nécessitant un support du constructeur. Donc ça va être vrai notamment pour l'atelier presse, où là on a besoin du soutien des techniciens de Komatsu pour faire les opérations de maintenance lourdes pendant le shutdown. Kawasaki pour les robots, NKC pour les convoyeurs, et Nachi à nouveau pour les robots, où là effectivement on n'a pas les compétences à l'interne pour faire des opérations de maintenance lourde, et on demande le support des constructeurs. On a fait quelques essais de sous-traitance pour pallier un turnover non prévu, parce qu'on a eu à un moment donné un peu plus de turnover que ce qu'on escomptait, mais ça n'a pas été concluant. Et puis voilà, c'était 2018. On s'est dit travaillons d'abord plutôt sur les causes de turnover, et puis aussi comment on peut avoir un pool de maintenanciers en devenir à travers des alternants, à travers des agents de production. La vision de la maintenance au fil des années, donc chez Toyota, on travaille beaucoup en ayant une vision, et on bâtit après nos stratégies par rapport à cette vision. Donc ça veut dire que cette vision on la décline pour chacune des activités, et cette vision on l'a déclinée pour la maintenance. Donc 2004 c'était quelle maintenance pour tourner en 3 équipes avec 60 secondes de tide time, voire moins. Donc c'est-à-dire on sort une Yaris toutes les 60 secondes, on est en 3 équipes, c'est-à-dire quelle organisation de maintenance on doit mettre en place. En 2008, c'était Lehman Brothers. Donc là, on passe de 265 000 véhicules produits en 2007, et on redescend à 180 000 en 2008-2009, les prévisions. Comment on revoit notre organisation de maintenance, nos opérations de maintenance, tout ça pour rester un site profitable. Et voilà. 2013, c'est donc on repart, on remonte en termes de volume, et là on commence à réfléchir à la maintenance Formule 1, c'est-à-dire comment on peut être beaucoup plus efficace sur nos interventions de maintenance, c'est-à-dire comment on peut réparer plus rapidement. Donc en travaillant sur les préparations des interventions, voilà. Et puis en 2017, c'est la dernière réflexion, dernière vision, c'est la maintenance avec 3 millions de véhicules en 10 ans. De quelle maintenance on a besoin? Est-ce que la maintenance qu'on a en 2017, c'est une maintenance qui pourra nous permettre d'être capable de fabriquer effectivement 300 000 véhicules par an à partir de 2020, et donc à partir de 2021 2 véhicules. Les types de maintenance à TMMF, donc de la maintenance curative avec l'option Formule 1, avec donc des formations, des dolly Formule 1, ce qu'on appelle les MTTR dolly, pour intervenir à proximité des équipements. Donc en fonction de l'historique des pannes qu'on a pu avoir, des réflexions qu'on a pu faire sur les arrêts longs liés aux pannes, et comment on peut être plus efficace. Donc on a développé ce qu'on appelait les MTTR dolly, de manière à pouvoir anticiper les besoins notamment de composants, etc. Lors de panne. Donc et sur tous les équipements,
à proximité des équipements clés, avoir des dolly qui permettent d'intervenir rapidement et d'avoir donc des changements de composants plus rapides que ce qu'on pouvait avoir où on découvre une panne, on doit aller au General Store, sortir une pièce, etc. En préventive, donc c'est essentiellement au week-end. On a travaillé sur l'évolution des gammes, sur la visualisation des plannings du préventif, les liens entre curatif et préventif, donc pour revoir les gammes, les fréquences et la formation. Globalement, toutes nos opérations de maintenance préventive sont visualisées sur des A0 dans tous les ateliers. On a toutes les maintenances préventives. Ça nous permet de voir d'abord donc sur les préventifs du week-end si tout a bien été fait, et ça nous permet surtout de voir si on a entre deux interventions de maintenance préventive un problème de maintenance curative. Donc ça veut dire que la réflexion qu'on se fait à partir de ça, c'est est-ce que le contenu de la maintenance préventive par rapport au problème qu'on a eu, il est à remettre en cause ou pas, ou est-ce que ça peut être le contenu est bien, mais c'est peut-être la formation de la personne qui est intervenue qui n'est pas suffisante. Voilà, donc ça, on visualise ça dans tous les ateliers, et c'est revu, bien sûr, par le management de la maintenance et le management des ateliers, mais aussi, donc on a un rituel qui s'appelle le plan de tour du vendredi matin, où le président de TMF avec les vice-présidents et puis l'ensemble des directeurs des divisions, on passe en revue l'ensemble des activités, et notamment ces plans de maintenance préventive pour s'assurer effectivement que ce qu'on a prévu est bien fait, et qu'on a bien cette réflexion entre le curatif et le préventif. Et puis la maintenance prédictive, donc ce qu'on appelle la maintenance 4.0 ailleurs. Donc chez nous, on a consulté, on a fait venir des sociétés qui nous ont proposé de mettre en place la maintenance 4.0, etc. Mais bon, c'est pas ça nous a paru un peu usine à gaz, et on voyait pas trop ce que ça pouvait nous apporter directement. Donc on est revenu à la réflexion et à nos basiques, c'est-à-dire faire par nous-mêmes, et voilà, donc et ça permet de développer les maintenanciers. C'est-à-dire qu'on a donc ce qu'on appelle un phaser, donc un pair technique ou un responsable technique par équipement, et on lui a demandé de définir ce qu'il a besoin en termes de maintenance 4.0 et de la mettre en place lui-même. Voilà. Donc ça peut être par exemple sur les robots, la surveillance de la température des différents moteurs de robots. Voilà. Donc c'est ce genre de. Mais c'est le maintenancier qui définit ce dont il a besoin et qui met en place les capteurs qui vont bien, etc. Donc plutôt que de demander à faire ça par l'extérieur. Et ça permet de développer les maintenanciers, et puis ça permet aussi encore une fois le know-how de l'avoir en interne. Et voilà. Et puis après, donc la maintenance projet. Donc bien sûr, les maintenanciers sont associés au projet nouveau véhicule, donc impliqués dans la conception des équipements. Donc avec ce fameux retour d'expérience sur les trois maintenances, que ce soit curative, préventive et puis prédictive. C'est-à-dire voilà, sur un nouvel équipement, le responsable technique va dire sur cet équipement-là, moi je voudrais voir tel type de capteur pour pouvoir mesurer par exemple une vibration ou une température. Donc c'est les maintenanciers qui préparent leur gamme, qui préparent les formations, et qui aussi donc s'assure de la standardisation des composants de manière à pas éclater le stock General Store. Et puis donc là aussi, parce que ça fait partie aussi de la sécurisation des formations, de pas avoir de pléthore de composants différents, donc de s'assurer que nos sous-traitants d'équipement respectent nos standards. Question. Oui. Les composants, c'est les composants des machines. Oui, composants des machines, pas. Ouais. Et puis on a les projets EPKM, donc c'est European Production Kaizen Meeting. Donc globalement, c'est chaque usine tous les 18 mois, donc a un certain nombre de projets à développer Kaizen.
Et chaque atelier donc est concerné, que ce soit les presses, la carrosserie, la peinture, le plastique, etc. Et donc les maintenanciers sont fortement associés à ces projets Kaizen. Donc par exemple au welding, les maintenanciers ont développé des systèmes de préhension, des systèmes de convoyage, mis en place des cellules d'automation en récupérant des robots qu'on avait déclassés, les remettre en état, et puis et voilà. Donc ça fait partie aussi. Voilà. Hein. C'est ce que j'essaie de dire en introduction. Voilà, ils n'arrêtent pas d'améliorer l'usine, ces équipes de maintenance, n'est-ce pas? Et si vous ne les en avez pas, ou pas assez bon, vous n'aurez pas ce qu'il vient de dire. Et ce qui est bien, c'est que à travers ces projets-là, ça valorise les maintenanciers, ça permet de les développer, et puis il y a une reconnaissance du savoir-faire des maintenanciers parce que ces projets EPKM, donc ça se passe tous les 18 mois, il y a une usine qui est donc responsable de développer, enfin de proposer un certain nombre de Kaizen à toutes les autres usines du groupe. Donc les représentants des autres usines viennent, et c'est les gens qui ont développé. Par exemple, c'est les maintenanciers qui expliquent, j'ai développé un système de convoyage avec exécution automatique si je prends le cas des front axles, là, des berceaux avant, expliqué sur 4 étapes, 4 process, éjection automatique et convoyage par gravité des pièces. Tout ça, Kaizen, ça veut dire que c'est pour éviter que les opérateurs aient à porter les pieds, etc. Et c'est les maintenanciers qui ont développé ce système d'éjection automatique et de convoyage. Voilà, donc dans les projets, et encore une autre activité dont je parlerai un petit peu plus loin, mais donc les types de maintenance qui sont à TMMF et une activité importante, c'est la maintenance du week-end, puisqu'on est en 3 équipes. Globalement, on n'a que le week-end pour faire du préventif. Donc, la préparation de la maintenance du week-end requiert beaucoup d'attention. Ça se passe comment? Donc, c'est l'assistant majeur, les groupes leaders, les spécialistes maintenance, qui revoient le programme du week-end, le contenu du préventif, les interventions à faire ensuite à curatif. S'il y a des analyses d'équipement à faire, s'il y a de la formation à faire. Donc ça, c'est le programme du week-end. On a une réunion de coordination entre la maintenance, la production et puis production control, donc qui est en charge de l'application et du déroulement du plan de production, pour valider les conditions d'arrêt, les conditions de redémarrage, les plans de validation suite à intervention. Par exemple, on définira le nombre de cycles à faire lorsqu'on a fait une intervention sur une machine, combien de pièces on doit produire, tout ça pour valider et être sûr que effectivement toutes les interventions qu'on a pu faire pendant le week-end, on démarrera le lundi matin correctement. Et puis point important, c'est que validation du management de la maintenance et de la production. Donc on confirme, et notamment à travers la réunion la revue du vendredi matin, confirmation du planning d'intervention, revue de la charge et des ressources pour être sûr qu'effectivement ce qui est prévu et puis les ressources qui sont mises en face vont bien permettre sont cohérents. Leur revue aussi sur l'impact potentiel sur le plan de production, et puis revue des gammes si c'est nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on fait la revue du vendredi matin, donc on va prendre quelques gammes là où on sent que ça peut être sensible, et vérifier que le contenu des gammes effectivement est bien défini, et que effectivement, on peut faire confiance à ce qui va être fait. Dans les réunions de coordination, ouais. C'est quotidien, ça? Non, ça c'est celle elle a lieu le mercredi après-midi. Donc de manière à ce qu'on ait suffisamment de temps, si jamais effectivement il y a des problèmes d'ajustement, de manière à ce que ça puisse être complètement validé pour le vendredi matin. Est-ce que les 6 équipes se prêtent mutuellement leurs employés? Ça peut arriver. Mais c'est au cas par cas, quoi. Ça peut arriver si effectivement si on a une opération lourde à faire, par exemple au niveau de robots au welding, et que il y a besoin d'avoir des maintenanciers qui connaissent les robots par exemple en peinture, et qui puissent venir donner un support.
Mais bon, globalement, c'est un peu au cas par cas comme ça. C'est quand même assez peu fréquent puisque, vraiment, rappelle qu'on a que le week-end pour intervenir. Donc ça veut dire que, il y a quand même des équipements assez conséquents un peu dans tous les ateliers. À part l'assemblage où c'est un petit peu plus léger, mais donc les maintenanciers du week-end sont déjà bien occupés. Et, bon, ça peut arriver, mais c'est quand même pas la règle générale, quoi. Après, à la limite, ce qu'on pourra faire, ce qui peut arriver, c'est que ça soit un maintenancier 2 semaines qui vienne renforcer l'équipe du week-end, si c'est nécessaire. C'est plus dans ce sens-là qu'on va le faire. Les contraintes d'un fonctionnement en 3 équipes. Donc globalement, on a 40 minutes d'intervention entre le matin et l'après-midi. Donc la coupure entre l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi, c'est 40 minutes. L'équipe d'après-midi de nuit, c'est 7 minutes. Et l'équipe de nuit et le matin, c'est 5 minutes. Donc ça veut dire que lorsqu'on tourne en 3 équipes, lorsqu'on a un équipement en panne, et que on doit continuer à faire tourner l'usine, on a besoin d'avoir des backups. Donc on a défini des backups pour maintenir la production. Donc ça va être, je prends l'exemple au welding où on va, si un robot est en panne et qu'on a par exemple un moteur d'axe 1 à changer, c'est 7 heures d'intervention. Donc ça veut dire que ça on peut le faire que le week-end. Et ça veut dire que les points de soudure qui sont faits par ce robot-là, on va les répartir sur 2 ou 3 autres robots pour pouvoir finir la semaine et puis faire l'intervention de changement du moteur si c'est nécessaire pendant le week-end. Et puis on a aussi développé des modes manuels sur certains convoyeurs, par exemple, pour donner quelques exemples de ce qu'on peut faire. Donc le point important, c'est qu'il y a un plan de backup qui existe et qui est régulièrement testé, c'est-à-dire qu'il faut pas dire on a ce robot là qui est en panne, il faut qu'on passe au backup et découvrir que le backup ne fonctionne pas ou qu'on n'a pas par exemple défini des points de vraiment sur les points de soudure, c'est important, qui sont faits par les autres robots et que il n'y a pas eu de validation, notamment par exemple de la qualité sur ces points de soudure, etc. Donc c'est-à-dire qu'on passe régulièrement en plan de backup de manière à les tester, à s'assurer que ces backups fonctionnent, que on peut faire le volume avec ces backups, et puis donc pour valider la formation, encore une fois, puis l'opérationnalité, si c'est bien français, mais en tout cas voilà. Et puis le point important aussi, c'est que les backups sont intégrés en conception d'équipement. Donc dans la partie projet, on prévoit effectivement de pouvoir passer en backup et s'assurer que les backups sont possibles à mettre en place dans les équipements qui vont arriver sur notamment la 4e génération de Yaris. Voilà, une autre activité très importante sur laquelle on a beaucoup travaillé et notamment ces dernières années, puisqu'on a multiplié les shutdowns. Pourquoi on a multiplié les shutdowns? Parce qu'on a gardé la 3e équipe jusqu'au bout. Sur les générations de Yaris précédentes, on était en 3 équipes et puis on passait en 2 équipes pour préparer la nouvelle génération qui allait arriver. Et là, le volume de la Yaris 3e génération est resté à hauteur de 250 000 par an. Donc ça veut dire qu'on est resté en 3 équipes. Donc ça veut dire ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc on n'avait plus l'équipe de nuit pour pouvoir travailler sur les projets, sur les équipements, faire les formations, etc. Donc on a développé des shutdowns, c'est-à-dire qu'on avait le summer shutdown, les 3 semaines standards, mais on a créé un winter shutdown et on a créé aussi un eastern shutdown, donc à Pâques. Voilà. Et donc, ça veut dire par contre que on a aussi beaucoup travaillé sur la préparation de ces shutdowns, puisque de manière à ce que beaucoup d'interventions en même temps, et puis le lundi matin après shutdown, on redémarrait l'usine à 60 secondes de takt time, voire moins. Donc ça veut dire qu'il fallait que tout soit opérationnel et que tout se passe bien. Donc on a défini ce qu'on appelle un OBA standard, c'est-à-dire qu'une visualisation de toutes les activités à faire pendant le shutdown,
avec les différentes ressources, les ressources internes, les ressources externes, puisque pour les shutdowns, par exemple, on prend des entreprises extérieures pour bouger des équipements, etc. Alors, chez Toyota, tout commence et dans tout projet, et un shutdown, c'est un projet à part entière. On a toujours un plan de réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au shutdown précédent, qu'est-ce qu'on a eu comme problème, ou quelles sont les réflexions qu'on a pu par rapport aux activités, et comment ces réflexions-là, on les prend en compte dans la préparation du prochain shutdown. Donc dans l'OBA, dans le tableau, la visualisation, il y a une case réservée à le plan de réflexion. Et que lorsqu'on fait les revues, on vérifie bien qu'effectivement il y a bien ce plan de réflexion, et puis le risque management, c'est-à-dire que dans les opérations qu'on a prévu de faire, quelles sont les opérations à risque, et comment ces opérations à risque, quels sont les plans d'essai, de validation qu'on peut définir. Donc le mode opératoire des différentes activités, puisque les activités qu'on fait en shutdown, certaines ne sont pas standardisées, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait bien des modes opératoires qui soient définis, donc qu'on ait des standards. Donc on vérifie que ces modes opératoires-là existent bien, que les personnes qui vont intervenir, qui vont donc piloter ces activités ont bien les formations adéquates pour pouvoir le faire. Donc planning détaillé, les plans d'essai de validation, donc très important sur le nombre de véhicules ou le nombre de pièces qu'on va refaire donc après les interventions. La préparation des entreprises extérieures, donc on a beaucoup travaillé sur effectivement faire que nos entreprises extérieures soit au même niveau que nous, en tout cas donc en termes de préparation. Donc ça n'a pas été facile parce que bon, il n'est pas obligatoirement habitué à ça, mais shutdown après shutdown, année après année, on a monté en compétence nos entreprises extérieures, et notamment la qualification des intervenants, parce que bon, un des problèmes sur lesquels on a souffert à certains moments, c'est que bon, l'entreprise extérieure travaille beaucoup avec des intérimaires qui vont chercher à droite quand je dis à droite et à gauche, on a eu des Ukrainiens, on a eu des Roumains, etc. Et notamment un des points importants, c'est la qualification de ces intervenants-là, notamment intervenants qui vont travailler sur donc qualification électrique et notamment, etc. Et puis la qualification le savoir-faire. Donc ça n'a pas été facile parce que bon, c'était pas obligatoirement dans les pratiques de certaines entreprises extérieures, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Puis c'est très exigeant. Le suivi des commandes et des livraisons, donc ça aussi c'est un des points importants, être sûr que effectivement lorsqu'on va intervenir, toutes les commandes ont bien été, lorsque je te donne arrête et qu'on a qu'une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, tout ce qui a été commandé pour pouvoir mener à bien les activités est bien arrivé, bien commandé, et puis bien reçu et validé en réception. Et puis donc généralement on démarre les revues des préparations 2 mois avant. Donc c'est-à-dire que globalement lorsqu'on a un winter shutdown, un Easter shutdown et un summer shutdown, on est presque envie de dire en revue perpétuelle pendant 1 an sur la préparation de ces shutdowns. Voilà, la gestion des équipes maintenance. Donc, les rituels de suivi des maintenanciers. Donc, les maintenanciers, comme les opérateurs de production, donc on suit beaucoup nos members et la qualité de vie au travail et tous les problèmes qui peuvent perturber les members. Donc on essaye à travers différents rituels de pouvoir attraper ces problèmes potentiels que les members peuvent avoir, qui peuvent être des problèmes personnels ou des problèmes d'organisation ou des problèmes de vie d'équipe. Donc on a différents rituels. On a ce qu'on appelle les lunchbox, c'est-à-dire que un team leader avec ses members et leur groupe leader, donc une fois par semaine, vont manger ensemble et vont discuter de la vie d'équipe, des différents problèmes qu'ils peuvent avoir, et voilà. Donc ça c'est un premier rituel pour suivre les members et comprendre
comment ils vivent la qualité de vie au travail. Il y a les activity teams, c'est des activités qui se font à l'extérieur de l'usine où le groupe leader avec son équipe va donc faire une activité, et là aussi c'est un moment de partage. Alors il y a les tables rondes. Donc les tables rondes, c'est une fois par mois. Donc on a 3 tables rondes avec 10 members, donc représentants de différents ateliers, dont un maintenancier, et pendant 2 heures, donc on va partager différents sujets, donc des sujets notamment l'évolution du plan de production, la préparation des projets, et puis aussi donc il y a un tiers du temps où c'est des questions libres et réponses associées. Donc c'est animé par un des directeurs de division et puis par une personne des ressources humaines. Il y a les jetons café. Donc le groupe leader a à sa disposition tous les mois donc un certain nombre de jetons café, donc globalement au moins un par member, de manière à pouvoir prendre un café avec un member et puis discuter. Voilà, donc là c'est un peu plus la partie vie personnelle du member, mais ça peut être aussi vie d'équipe. On a un comité de maintenance qui permet où on va retrouver dedans la production, les RH, les achats, etc. pour discuter et suivre notamment les évolutions de la maintenance. Et puis on a aussi un comité de suivi avec les représentants syndicaux, sur lesquels ce comité de suivi là, il a été mis en place en 2018, lorsqu'on a beaucoup travaillé sur le turnover et comment pallier au turnover des maintenanciers. Le recrutement des maintenanciers, donc ça c'est très honnêtement c'est une de nos difficultés. C'est pour ça qu'on a toujours un recrutement, on a un recrutement permanent des maintenanciers. C'est quand même des gens difficiles à trouver. Je pense que donc ça fait partie. Bien sûr, les maintenanciers ont fait partie des premiers recrutements, puisque pour former un maintenancier, il faut plus de temps que pour former un member de production. Et puis on a aussi développé différents types de recrutement, donc à travers du recrutement direct, à travers du job dating, à travers du recrutement d'alternants, des campagnes de présentation dans les écoles, de formation des maintenanciers, des développements internes. Donc ça c'est ce qu'on a travaillé dans les dernières années. Donc on appelait un campus maintenance, c'est-à-dire que des agents de production qui avaient un bagage de maintenance, par exemple qui avaient fait qui avaient un diplôme de maintenance, mais qui n'avaient jamais exercé. Donc on a été chercher dans nos agents de production, et puis on leur a proposé éventuellement donc d'avoir une formation qualifiante et de devenir agent de maintenance. Donc c'est un grade qu'on a mis en place à partir de 2019. Et puis donc après un parcours d'agent de maintenance, ces agents de maintenance peuvent devenir techniciens de maintenance. De manière à avoir donc quelque part donc un recrutement interne, puisque le marché des maintenanciers est quand même un marché assez difficile. Les différentes formations en place, donc formation initiale au Japon, à TMUK, à TMMC par exemple, donc au Canada pour nos maintenanciers. Pourquoi? Parce que au départ on n'avait pas d'usine, pas encore d'équipement, parce que les premiers équipements sont arrivés à partir de juin 2000, et que donc les maintenanciers ont été recrutés à partir de 99. On a développé une formation interne, donc on a un training center de maintenance sur les basiques électriques, hydrauliques, robotiques, mécaniques, et on a aussi des training centers par atelier. Donc par exemple en carrosserie, on a donc un training center où on a différents types de robots donc qu'on a gardés et sur lesquels on forme nos members, notamment à savoir démonter les fameux moteurs d'axe, puisque c'est ou les faisceaux, qui sont quand même des opérations assez difficiles. Bande verte, donc ça veut dire que un maintenancier donc qui rentre dans un atelier de maintenance, donc il y a une formation initiale pour acquérir un niveau 1 et un niveau 2 qui dure 2 ans, et pendant 2 ans donc il a une bande verte sur son casque orange, et on fait des cérémonies on enlève la bande verte, le member explique son parcours pendant les 2 ans, ce qu'il a réalisé, et donc voilà, c'est cérémonie de reconnaissance qui se passe
Après, formation pour valider les contenus des différents niveaux, donc 1, 2, 3, 4. Alors, avec beaucoup de travail aussi sur le contenu de ces niveaux-là. Moi-même qui suis pas un maintenancier, parce que voilà, c'est la vérité, quoi. Ce que quand je suis revenu en production en 2007-2017, quand ça a regardé notamment les maintenanciers, parce que je me disais que on n'avait pas l'organisation maintenance pour pouvoir faire 3 millions de véhicules en 10 ans. Donc j'avais parlé avec le patron, Luciano, j'ai dit écoute, il faut quand même qu'on travaille sur nos maintenanciers, etc. Et notamment, là maintenant, un truc qui m'avait un peu choqué, je me dis, les bandes vertes, normalement c'est 2 ans, et c'est des gars qui avaient des bandes vertes un peu plus de 2 ans, quoi. Donc, pourquoi? Demandez donc discuter avec les agents, les assistants managers maintenant, mais oui, mais il y a encore telle activité qui sait pas faire, etc. Et bon, et de comprendre la nature de l'activité. Et en fait, cette activité-là, le gars, il n'aura jamais à le faire dans le secteur où il était. Dans ces cas-là, pourquoi on garde cette activité-là comme nécessaire pour acquérir un niveau 1, niveau 2. Donc on a revu un peu tout ça. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Mais et c'est le rôle du management d'aller regarder un peu tout ça, quoi. Donc validation d'abord sur les tâches à accomplir, voilà, puis introduction d'information, validation finale. Là, oui, ça c'est important aussi, c'est que donc moi je suivais particulièrement les activités de formation, donc avec une revue une fois par semaine avec 2 team leaders et les team members, les maintenanciers qui avaient des formations à faire. Et au début, donc oui, on a fait cette formation là, il s'est démonté telle carte électronique, ok, c'est bien. Et puis j'ai dit mais en combien de temps il l'a fait? Voilà, donc il a fait. Mais j'ai dit, c'est du dépannage, donc on doit définir un temps de dépannage, et ça veut dire que le gars, effectivement, il peut être validé sur cette opération de démontage d'une carte électronique, mais il faut aussi qu'il sache le faire ou détecter une panne dans un temps donné, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas bien formalisé, et sur lesquels on travaillait en définissant des temps d'intervention, quoi. Et ça c'est vraiment dans l'esprit Formule 1, c'est-à-dire que on a besoin, moi je leur disais, regardez les gars, les équipes, quand une Formule 1 arrive et qu'on a les 4 roues à changer, maintenancier, on doit avoir ce même état d'esprit là, quoi. Donc ça veut dire que si vous faites une formation, c'est bien que le gars il sache démonter une carte, changer une carte électronique, mais s'il le fait en 2 heures, pendant 2 heures, Manning elle est arrêtée, quoi. Donc c'est quoi le temps d'intervention, et globalement on le sait parce qu'on a des buffers entre par exemple la carrosserie et la peinture, il y a 40 véhicules, quoi. Donc sur certaines inventions, on sait que ça doit pas durer beaucoup plus de 15 à 20 minutes. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et de définir. Et là ça a été une petite révolution dans la formation des maintenanciers. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de Toyota en général, Toyota Ona, voilà, il y a un standard, il y a un temps à ne pas dépasser pour trouver la cause d'une panne. Il ne faut pas juste trouver la cause, il faut le faire en 12 minutes. Création des troubleshooting ou des pannes sur l'équipement, ça fait partie de la formation, c'est-à-dire qu'on utilise alors soit le training center par atelier, où on va créer une panne sur un robot et on va demander au team member, au maintenancier de trouver la panne et puis de la solutionner, où on fait venir les maintenanciers le samedi matin lorsque les lignes sont arrêtées. Tout dépend sur quel équipement et sur quelle formation. Les équipements qui sont en ligne, on va pas créer des pannes pendant la production volontairement pour former les members, mais donc dans ces cas-là on fait ça le samedi matin, et c'est le team leader qui prépare une panne, qui met son maintenancier devant la panne et qui lui demande. Alors ça se fait en formation initiale, et ça se refait aussi régulièrement pour rafraîchir la formation des members. Reynald, on parle sur une année, on parle de combien de temps consacré à la formation par team member? Entre 20 et 30 heures de formation à peu près, au moins. Une semaine par an? Oui, à peu près comme ça, quoi. Les différentes formations. Donc le team leader, c'est lui qui définit son team member, le plan de formation, en lien avec les objectifs OPA. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a
qu'on a retravaillé dans les dernières années. C'est-à-dire que globalement, dans les objectifs des members, il n'y avait pas vraiment d'objectifs liés à la fiabilité des équipements. Il y avait des objectifs moi, qui m'ont surpris. C'était par exemple, est-ce que le team member il a encore tous ses outils au bout d'un an, quoi. Donc déjà, ça n'a pas de sens pour un maintenancier, quoi. Les maintenanciers, ils sont exigeants en matière de reconnaissance, etc. Nous, on doit être aussi exigeants en matière de savoir-faire. Donc on a refondu, et il y a un exemple un peu plus loin, les critères d'évaluation des maintenanciers, et on a mis des objectifs de fiabilité de machines, mais en associant ça aussi à un plan de formation. C'est-à-dire que le maintenancier à qui on va demander de passer de ce niveau-là à ce niveau-là de fiabilité machine, on va lui demander aussi de définir quels sont ses besoins de formation pour effectivement être capable de faire évoluer sa machine. Oui, j'y vais. Le planning de formation, donc il prévoit des slots le samedi matin, ou des formations en production, en fonction de la disponibilité des équipements, contenu des formations, résultats revus par le formateur, et puis voilà. Donc on a fait face à un turnover élevé des maintenanciers. Pourquoi? Pas parce que les 3-8 tournants, alors les maintenanciers, contrairement à l'usine, donc on a démarré comme ça. Alors ça s'explique, mais les maintenanciers donc étaient en 3 équipes tournantes, et la production était en 2 équipes tournantes, matin et après-midi, et l'équipe de nuit fixe. Pourquoi? Parce que c'est historique, et c'est aussi la partie aussi pour l'équipe de nuit, il faut des volontaires, et lorsqu'on a monté l'équipe de nuit, et puis les maintenanciers ont démarré en 3.8 avant la production, parce que la production donc a démarré 3.8 à partir de 2004 d'abord en essai, et après en 2006 donc on a eu pas mal de turnover. Donc quand on regardait un peu l'analyse, les données sur pourquoi nos maintenanciers nous quittaient, donc le turnover, le salaire. Donc on s'est posé des questions sur le positionnement par rapport au marché, et puis aussi des opérations effectuées, du curatif, préventif, prédictif, où il y avait quand même un certain qu'il y avait un peu trop pas assez d'application dans les projets, dans le prédictif, etc. Voilà, donc on a revu ces points-là avec eux. C'est notamment à travers cette analyse-là qu'on a décidé de créer la position d'agent de maintenance pour faire des opérations donc je dirais un peu plus de niveau 1 ou niveau 2, et permettre à nos maintenanciers de pouvoir aller travailler plutôt sur des projets. Donc comment on a fait ça, les réponses au turnover. Donc on a mis en place le comité de maintenance et un comité de suivi avec les représentants du personnel. C'est important parce qu'on a quand même beaucoup travaillé, et notamment sur une nouvelle organisation avec une nuit fixe et 2 équipes tournantes. Donc on a fait beaucoup de propositions de différents types d'horaires. Une équipe de week-end qui est devenue en 2 équipes. Alors nous, quand on a travaillé, notre idée c'était de toute façon d'avoir une équipe de maintenance qui tourne comme les équipes de production. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une équipe de maintenance qui travaillait en 3.8 et équipe de production qui travaillait en 2.8 et fixe, ça veut dire que les équipes de prod et l'équipe de maintenance qui travaillaient sur des sujets communs se voyaient une fois tous les 3 semaines, quoi. Donc certains sujets avaient quand même du mal à avancer. Donc lorsqu'on est parti sur cette réflexion du turnover, etc., on avait quand même nous déjà des points d'arrivée qui étaient bien déterminés, et notamment on voulait absolument arriver à une organisation avec une nuit fixe pour les maintenanciers et puis 2 équipes tournantes. On avait aussi le fait que pareil, 300 000 véhicules, c'est comment l'équipe du week-end on a une meilleure couverture. Et pour ça, donc on s'est dit, au lieu d'avoir une seule équipe de week-end, on va travailler avec 2 équipes de week-end, donc une grosse équipe et une petite équipe. Et aussi comment on fait que nos maintenanciers qui font du préventif essentiellement le week-end, ils aient quand même toujours un pied dans la production. Donc, alors c'était de dire, l'équipe du week-end, elle va démarrer le vendredi après-midi, et c'est elle qui va assurer la production du vendredi après-midi. Et ça permettait quand même en termes d'horaire, ça permettait d'avoir aussi quelque part un avantage pour les équipes du matin et de l'après-midi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont de l'après-midi, ils ont un week-end de 3 jours.
Donc voilà, c'était. Et puis donc ça c'est le meilleur démarrage du lundi matin. On a revu donc le grade système, l'introduction du statut agent de maintenance, et puis j'en ai déjà parlé, révision du contenu des évaluations, des plages de formation intégrées dans l'organisation. Donc par exemple, à travers le pouvoir dégager le vendredi après-midi, ça donnait un slot de plus pour pouvoir faire de la formation et éviter de faire revenir des maintenanciers, leur demander de revenir le samedi matin pour faire de la formation. On a revu les effectifs, plan de recrutement, et puis on a fait aussi une revalorisation des salaires. Voilà, donc ça c'est un peu le planning de ce qu'on a mis en place, et avec notamment le suivi avec les représentants du personnel. Voilà, donc on est arrivé à cette proposition d'horaire avec le vendredi après-midi libre, et puis 2 équipes de VSD, une petite équipe et une grande équipe. Voilà. Et les équipes de VSD font 30 heures. Les outils et méthodes, oui, j'ai encore beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme outil pour la maintenance? Donc, dans l'OBIA maintenance, donc dans chaque atelier, il y a une OBIA maintenance, donc visualisation des activités de maintenance. On va retrouver le suivi des OPA, donc de la fiabilité des lignes et des équipements, le suivi, le suivi du préventif, les sujets du mois, le suivi des backups, l'analyse des arrêts longs et suivi des actions décidées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un arrêt long, il y a un tableau d'arrêt long qui est mis en place, où on va relever toutes les activités qu'on a pu faire pendant cet arrêt long là. Quelles sont les réflexions et qu'est-ce qu'on met en place? Oui. Est-ce que tu peux préciser ce qu'il veut payer? C'est comment un tableau ou un mur sur lequel on va visualiser toutes les activités. Donc ça va être par exemple la gestion des ressources, parce que celui-là quoi, l'OBA des lignes, c'est-à-dire les fiabilités des différents équipements, les tableaux à zéro du préventif. Voilà, c'est l'OBA, c'est une salle de visualisation. Ça peut être un mur, ça peut être un tableau, ça va dépendre des planning des formations, et puis suivi des activités des projets techniques, comme par exemple le 4.0, et puis dans les outils de gestion de la maintenance, j'en ai déjà parlé, mais dans les ateliers on a les tableaux d'arrêt long. Donc dès qu'il y a un arrêt, dès que cet arrêt va dépasser 15 minutes, il y a un tableau d'arrêt long qui est mis en place, et où on va répertorier toutes les activités qu'on va pouvoir faire, de manière à pouvoir après derrière faire le plan de réflexion, et puis voilà, regarder comment on doit faire évoluer soit nos standards, soit nos méthodes, soit nos équipements, soit notre formation, de manière à ce que ces arrêts longs soient tués. Donc on va trouver les standards, et puis les tableaux d'amélioration des machines, puisqu'on a aussi de top 3, donc même si on a déjà des bons niveaux de fiabilité, on continue à travailler sur nos fiabilités, et on a les 3 machines les moins performantes ou les moins fiables sur lesquelles on travaille, et sur lesquelles donc on a aussi là des OBIA spécifiques qu'on appelle les tableaux d'amélioration des machines. On a aussi une activité importante, les cercles de qualité des maintenanciers, donc où les maintenanciers, donc comme les autres membres de TMF, donc font des cercles de qualité, mais il y en a un peu plus encore qui sont faits chez les maintenanciers, avec pareil donc une cérémonie où les maintenanciers viennent présenter leur état de leur cercle de qualité, sur quels sujets ils ont travaillé. Certains cercles de qualité, notamment sur les maintenanciers, vont même jusqu'au Japon pour être présentés. Les FOCNOS, alors ça, les FOCNOS, c'est en fait c'est un maintenancier qui fait une intervention de maintenance et qui va mettre en évidence un problème qui est pas lié à l'intervention qu'il est en train de faire. Voilà, donc on va récupérer, il va dire voilà, pendant cette intervention-là, j'ai vu tel problème sur tel équipement. Donc ça faisait pas partie de l'intervention. Donc quelque part c'est une reconnaissance de. On a la même chose aussi pour la qualité qu'on appelle les Eagle Eyes. Et puis voilà. Donc en morning meeting le matin, généralement le maintenancier vient expliquer son FOCNOS, ce qu'il a pu voir pendant son intervention et qu'est-ce qu'il a proposé, qu'est-ce qu'il a mis en place par rapport à ce problème qu'il a détecté qui faisait pas partie de ce qu'il devait faire. Le shop-by-shop maintenance, donc ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est un échange entre les entités Europe et un échange entre les entités monde, c'est-à-dire que par exemple
maintenanciers de TMMF ont des sujets sur lesquels ils vont travailler, comme par exemple l'amélioration de la soudure arc ou l'amélioration du rodage des électrodes. Dans le cas de la carrosserie, je connais un petit peu mieux que. Et puis, donc ils vont présenter aux autres entités européennes. Et les entités européennes travaillent aussi sur des sujets de maintenance. Donc il y a ces comités de maintenance qu'on appelle le shop by shop maintenance, où de manière à faire progresser l'ensemble des entités Toyota et notamment l'ensemble des activités de maintenance. Chaque équipe de maintenance va travailler sur un sujet et puis partager ces sujets-là avec ses homologues des autres entités. Donc voilà, c'est voilà les exemples sur lesquels on a pu travailler. La maintenance des convoyeurs, ça c'est essentiellement à l'assemblage, parce que globalement à l'assemblage, l'équipement le plus lourd, le plus conséquent de l'assemblage, c'est surtout les convoyeurs. Il y a quelques robots pour les déposes des joints de pare-brise ou comme ça, mais il y a quand même assez peu de gros équipements à l'assemblage. La pieuvre pour le montage des moteurs. Les cérémonies de reconnaissance, j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est un point aussi important chez TMF. Alors c'est vrai pour les maintenanciers, c'est vrai aussi pour les gens de production, mais en tout cas on veut être sûr qu'au niveau des maintenanciers, il y a le même système, le même niveau de reconnaissance. C'est toutes ces cérémonies là, que ce soit les bandes vertes, les partages de réalisation, les cercles de qualité, les Fox Noise ou les CQPM, c'est des cérémonies, donc c'est des occasions de mettre en évidence dans ce que les maintenanciers, mettre en valeur ce qu'ils ont pu faire, et puis expliquer leur réalisation au management. Et je peux vous assurer que c'est une cérémonie que moi j'adore ce genre de cérémonie, parce que c'est des récompenses pour le management de participer à ce genre c'est pas seulement reconnaissance pour les maintenanciers, c'est aussi une récompense pour le management, quoi. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et vite, ça c'est un exemple de ce qu'on a pu déployer, les 6 axes de travail de la maison maintenance. Donc chaque atelier, que ce soit presse, carrosserie, assemblage plastique, et donc j'ai choisi l'exemple du plastique où voilà, donc on a défini à partir de 2017-2018, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur les 3 millions de véhicules en 10 ans, et de visualiser l'ensemble des activités sur lesquelles on devait travailler. Et on a défini cette maison maintenance avec d'abord travailler sur l'organisation, les missions, responsabilités, rotation standard, visualisation de ces activités, progrès et résultats, donc le chapeau, puis après les 4 piliers, le pilier équipement, donc la préparation des équipements TNGA, et puis aussi travailler sur les équipements carry-over, parce qu'on n'a pas changé tous les équipements de l'usine, c'est-à-dire que donc on s'est posé des questions sur les plans de maintenance à moyen et long terme à faire, notamment sur le parc robot welding, on en a changé certains, il y a beaucoup qu'on a conservé, et ça veut dire que pour repartir pour 10 ans et 3 millions de véhicules, c'est-à-dire quel plan de maintenance à long terme il fallait mettre en place de manière à s'assurer d'une deuxième vie pour ces robots-là, et puis toujours continuer à travailler sur l'efficacité de l'intervention sur les pannes de curatifs, donc c'est les MTTR d'OLI sur lesquels j'ai déjà parlé, le système de maintenance, donc le poids entre curative, préventive et prédictive, les formations au basique, plan de formation individuelle, et puis la formation de nouvelles technologies, et puis backup et Kaizen. Voilà, donc un exemple de déploiement de ces stratégies-là, donc au niveau de l'atelier plastique, donc avec une première réflexion sur le taux de fiabilité, donc en fiscal year 2019, la fiabilité des équipements plastiques était de 97%, et puis on essaie de visualiser à travers différentes activités comment ils pouvaient monter à 98%, qui était l'objectif, et puis aussi qu'est-ce qui leur comment atteindre le 100%, quoi. Donc avec par exemple comment améliorer et gagner 1% à travers le lundi matin, l'amélioration de la maintenance sur les machines d'injection, sur les cabines, le plan à moyen à long terme, la formation, et puis aussi comment travailler sur le préventif et éviter d'avoir du retard sur le préventif. Donc voilà, ça c'est un document de travail du responsable maintenance du plastique. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, donc on va travailler sur différentes activités, notamment puisque
l'atelier plastique comme les autres ateliers, les propositions des nouveaux critères pour les maintenanciers. Et là, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a intégré les fiabilités des machines dans les objectifs des maintenanciers. Et puis, on a aussi intégré dans les objectifs des maintenanciers le fait que le team member propose à son team leader 2 axes de développement pour que ça soit qui valide en parcellaire, en cohérence avec les besoins de son équipe et puis en cohérence avec ce qu'on lui demande en termes d'amélioration de performance de ses machines. Le campus maintenance, donc avec donc des sessions de campus maintenance qui ont été mis en place, notamment atelier plastique. La définition du rôle du team leader maintenance, donc on a retravaillé sur le rôle du team leader maintenance et quelles sont les différentes activités. Et ça, donc c'est l'application au plastique. Ensuite, sur l'axe équipement, donc pour l'atelier plastique, il y avait notamment donc formation sur les nouvelles machines d'injection, on appelle la Toyota Injection Machine. Donc comment cette formation qu'on avait développée sur nouvelles machines d'injection, on la déploie aussi sur un autre équipement qu'on appelle le Slush, c'est un équipement qui permet de récupérer les eaux de lavage. Et puis la GPL, c'est la Global Production Line, c'est la nouvelle ligne donc de peinture de l'atelier plastique. Et puis les plans à moyen et long terme sur les équipements actuels, les machines d'injection, donc avec qui sont des machines d'injection de Mitsubishi, le refurbishment, donc la remise à niveau de la ligne de peinture, la première ligne de peinture, les convoyeurs NKC, l'aérolique, etc. Sur l'autre plan d'action, le curatif, donc poursuite de management des curatifs avec alors ce qu'on appelle le FMDS, c'est le Floor Management Development System, c'est-à-dire c'est la visualisation des activités et notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le suivi des arrêts longs au niveau des maintenanciers et être sûr que tout ce qu'on a vu à travers un arrêt long, on va jusqu'au bout de la modification des standards, de la formation du personnel, etc. Donc ça fait partie de ce qu'on a intégré dans FMDS, le préventif, le prédictif. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Un point là, effectivement, c'est le Yokoten du prédictif, le 4.0, c'est comment par exemple, il y a l'échange entre l'atelier carrosserie et puis l'atelier plastique sur ce qu'ils ont mis en place en termes de suivi, d'intensité de température et de vibration. Voilà. L'autre axe, c'est la formation des members avec la visualisation des formations. Je pense qu'on le voit un petit peu plus loin. Et puis sur les cabines, donc les Yokoten. Enfin, ça c'est le quatrième axe sur Yokoten Paint Shop avec tant de cycles et fiabilité sur les cabines et notamment tout ce qui est développement de backup. Et voilà, et les backups aussi sur les machines d'injection. Et ça c'est un exemple d'un board d'un team leader maintenance, donc l'OBEA du team leader maintenance, c'est-à-dire que dans les ateliers, chaque team leader a son tableau de bord, son OBEA sur lequel on va retrouver les différents sujets sur lesquels il travaille, son minimum jour moral, la performance de la team, le sujet mensuel du team leader, sur quoi il a décidé de travailler ce mois-ci, qu'est-ce qu'il va améliorer, la planification de l'équipe, donc la gestion de son personnel, le cahier de consignes, donc comment on passe les consignes d'une équipe à l'autre, les audits de gamme, ce qu'il a pu faire comme audit de gamme pendant l'intervention de son personnel, et puis le plan de développement de sa team. Donc ça c'est un standard qu'on va retrouver pour l'ensemble des team leaders de maintenance, qu'on trouve aussi pour les team leaders de production, etc. Et ça, voilà. C'est pour moi c'est l'OBEA de terrain du team leader, et puis après vous avez le niveau du dessus, c'est l'OBEA du groupe leader qu'on appelle le FMDS, le Floor Management Development System. C'est le niveau du dessus. Et puis la conclusion. Je veux dire en conclusion, sauf peut-être répéter ce que je disais en introduction. Cette usine, franchement, elle est bizarre, parmi les toutes meilleures du monde. Il fabrique des automobiles, mais je pense qu'on peut décliner ça dans ces métiers.
et ils sont partis, ils ont réussi de très nombreux défis. Là, on s'est concentré sur l'un d'entre eux, hein, mais ils partent d'une situation normale, où par exemple les critères d'évaluation en revue de fin d'année d'un maintenancier, c'est est-ce que tu as perdu tes outils ou pas, hein, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous où c'est encore comme ça, et ils finissent avec un truc où c'est tu dois m'amener cette machine de 97 à 98% de disponibilité. Okay. Et le petit truc, la team leader, c'est quand même le premier niveau hiérarchique, hein. Vous avez vu le niveau. C'est même pas un niveau hiérarchique, c'est un niveau de coordination. Exactement, c'est juste un petit un coordinateur. Et voilà le niveau de réflexion qu'on veut, hein, de ce niveau-là. Donc il y a une mise en valeur des compétences, des capacités des cerveaux dans ce qu'ils font qui est tout à fait remarquable, je trouve. Et voilà, c'est une des composantes dont je pense qu'on parle beaucoup trop peu quand on parle de l'excellence à la Toyota. C'est des usines de 5000 personnes, un peu compliquées, n'est-ce pas, avec des grosses machines qui doivent fonctionner en coût qualité délai. Il ne le dit pas, mais le parc machine de cette usine est ancien par rapport à la moyenne. Ah bah oui, parce qu'on a très ancien par rapport à vos concurrents. On a démarré la carrosserie, on a récupéré au démarrage des robots qui étaient muqués, quoi, donc qui avaient déjà 10 à 15 ans d'âge. Et pourquoi? Parce que une fois, hein, comment faire un véhicule du segment B en France, en Europe, de manière profitable. Donc il faut aussi avoir un niveau d'investissement qui soit minimum. Bon, on a récupéré des matériels d'occasion, etc., sur lesquels on a beaucoup travaillé. Donc, voilà. Donc la conclusion pour la discussion, c'est surtout ça. Hein. Est-ce que vous avez des bonnes excuses pour pourquoi vous n'êtes pas dans la démarche que l'on vient de présenter? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est pas nécessaire là où vous êtes? Parce que moi je pense qu'il y a quand même très peu d'industriels qui peuvent se permettre de ne pas avoir quelque chose comme ça concernant leur fonction maintenance. Mais on a tous plus ou moins oublié. Rappelez-vous ce que je disais en point de départ, on fait même plus de la maintenance soi-même. Ce qui paraît hallucinant quand vous écoutez ce qu'ils attendent de leurs équipes internes.